No pain, no gain. C'est pas un peu bizarre de commencer en anglais une vidéo destinée aux apprenants avancés de français? Et ce slogan, on s'attend plutôt à le voir dans une salle de musculation que dans une salle de classe. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ce proverbe, ce slogan, est beaucoup plus intelligent que ce qu'il semble. Et surtout, comment il peut te permettre d'atteindre plus rapidement ton objectif en français avancé. Le DELF B2, le DALF C1, C2, le TEF, le TCF ou l'un des DFP. Avant de commencer, je veux te parler d'une super possibilité pour te permettre de pratiquer régulièrement et activement avec nous. Rejoins le cercle de français avancé. Tu recevras régulièrement des quiz, ma newsletter, des conseils et des possibilités de pratiquer et vraiment d'activer ton français pour atteindre ton objectif en français avancé. Le lien est dans la description. Un peu d'étymologie et une fable. En fait, no pain, no gain, c'est un peu français. Après tout, les deux mots viennent du vieux français. Mais attention, on ne peut pas traduire un pain par pain. Pas de pain, pas de gain, ce serait absurde. Pain, c'est un faux ami de pain en anglais. Cela ressemble, mais ce n'est pas la même signification. On pourrait dire plutôt pas de peine, pas de gain, ou encore mieux, pas de peine, pas de récompense. Car oui, pain vient de ce vieux mot français, la peine. La peine, c'est la tristesse. Par exemple, j'ai de la peine parce que mes étudiants détestent le subjonctif. Signé un prof de français. Ou alors, c'est le temps que je vais passer en prison. Enfin, pas moi, c'est un exemple. Jules a reçu une peine d'emprisonnement ferme de 3 mois. Mais la peine, c'est aussi l'effort. Par exemple, cela ne vaut pas la peine d'apprendre une langue étrangère, puisque l'IA pourra bientôt traduire et s'exprimer à notre place. N'importe quoi. Et c'est cette dernière signification de la peine qui nous intéresse aujourd'hui. L'effort, le travail, la difficulté. En français, et dans ta langue aussi, je suis sûr, il y a plein de dictons, de proverbes qui expriment cette idée. On a aussi une fable de La Fontaine qui commence par travailler, prenez de la peine. C'est le laboureur et ses enfants. Le laboureur, sachant qu'il va mourir, annonce à ses enfants qu'il y a un trésor dans le champ. Et pour cette raison, il leur dit de creuser, de retourner le champ, de prendre de la peine. Bon, en fait, il n'y a pas de trésor dans le champ. Mais en creusant, eh bien, les enfants apprennent à travailler dur. Et c'était justement ça l'idée. Malin, le laboureur. Il y a une expression que je trouve sympathique aussi, c'est s'en donner la peine. Cela veut dire se donner les moyens de faire quelque chose. Tu veux réussir le DALF? Donne-t'en la peine. Ok, l'idée que l'effort mène à la réussite, c'est un peu une banalité. On la retrouve dans toutes les cultures et dans beaucoup de proverbes de plein de langues du monde entier. Mais pourquoi c'est encore important de se souvenir de cette banalité quand on apprend le français à un niveau avancé? Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus si évident. Nous voulons gagner du temps. L'idéal, est-ce que ce ne serait pas de pouvoir télécharger une langue étrangère dans notre cerveau, comme Neo avec le Jiu-Jitsu dans Matrix, ou que l'intelligence artificielle parle et écrive le français à notre place, en temps réel? Alors, je ne suis pas contre. Cela peut être super si on a un objectif de voyage ponctuel, et pas le temps ni l'envie d'apprendre une langue. Mais je sais que tu n'es pas dans cette situation. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux réellement continuer à progresser en français. Donc, on peut reformuler la question de cette manière. Est-ce que l'on peut vraiment gagner du temps dans l'apprentissage d'une langue? Je suis sûr que tu l'as remarqué aussi. Sur Internet, la promesse du progrès rapide est partout. Tu as sûrement vu passer ces titres
d'articles, de vidéos. Atteint un niveau C1 en français en 30 jours. Devient bilingue en 4 semaines. Comment j'ai appris le hongrois en 3 mois. Bon, plus sérieusement, imaginons que tu aies maintenant un niveau B2 en français et que tu veuilles atteindre le niveau C1. Selon de bonnes sources, on estime qu'il faut entre 200 et 300 heures d'apprentissage pour passer de B2 à C1. On va garder le chiffre de 250 heures en moyenne. Si je reprends la promesse que j'ai mentionnée, atteint un niveau C1 en français en 30 jours, cela fait 250 divisé par 30 égale 8,33 heures de français par jour. Donc, si tu as une vie normale, c'est complètement irréaliste. Personne ne fait cela. Enfin, j'espère. Mais finalement, même si la promesse est excessive, ce n'est pas vraiment le chiffre 30 qui me dérange, ou 3 mois. Le problème, c'est qu'il manque un élément dans cette équation. Intermède anecdotique. Avant de te dévoiler l'élément manquant, je vais te raconter une petite anecdote. Quand j'ai commencé à apprendre le hongrois, j'ai utilisé la méthode assimile, le hongrois sans peine. LOL. Le titre était séduisant. Et au début, ça marchait bien. J'écoutais les dialogues, je comprenais, je répétais dans ma tête. Mais le jour où j'ai essayé de parler, paf, c'était la catastrophe. Une fois, dans un restaurant à Budapest, j'ai même dit bonjour, je voudrais un s'il vous plaît. Le serveur m'a regardé, un peu perplexe, et m'a répondu vous voudriez un quoi. J'étais interloqué. Alors il m'a dit en anglais your pronunciation is okay, but you just said I'd like a please. So, what would you like? Ce jour-là, j'ai compris que relire, répéter dans sa tête, ce n'est pas suffisant. J'avais commencé à apprendre sans m'entraîner à produire face à de vraies personnes. Et c'est là que l'effort, l'inconfort devient nécessaire. Pas un effort de souffrance, mais un effort actif, plus ou moins inconfortable et productif. Et c'est exactement ce qui manque à notre équation et que les chercheurs, les scientifiques appellent la difficulté désirable. La difficulté désirable. Imaginons deux étudiantes qui passent toutes les deux 5 heures par semaine à apprendre le français. C'est déjà pas mal. Je pense qu'elles n'obtiendront pas les mêmes résultats. L'une sera plus capable de mobiliser activement son vocabulaire, d'utiliser des structures grammaticales variées et de comprendre des textes plus complexes en français. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont pas entraînées avec les mêmes tâches. Certaines activités donnent l'illusion d'apprendre. Relire ses notes, regarder une vidéo, un peu comme ce que tu fais maintenant, surligner un texte. Ça peut faire du bien, ça peut être utile dans une certaine mesure, mais est-ce que ça fait vraiment progresser? Pas tant que ça. En fait, les recherches en sciences cognitives montrent que les tâches les plus faciles sont souvent les moins efficaces pour apprendre. Pourquoi? Parce qu'elles ne demandent pas un effort réel. Et c'est là qu'arrive une idée super intéressante, la difficulté désirable. Le terme a été inventé par un chercheur américain, Robert Bjork. Il a observé que lorsqu'on rend une tâche un peu plus difficile, pas impossible, juste plus exigeante, on apprend mieux. Et surtout, on retient plus longtemps. La difficulté désirable repose sur le fait que l'effort mental active davantage les circuits neuronaux liés à la mémoire à long terme. Notamment dans l'hippocampe, c'est vraiment mignon ce nom pour un truc qui se trouve dans le cerveau, vous ne trouvez pas? Et le cortex préfrontal, bon, j'imagine que c'est plutôt là. Sur le plan cognitif, ce surcroît d'efforts, c'est-à-dire le fait de faire plus d'efforts, ça favorise un encodage plus profond de l'information. Et cela améliore
la consolidation et le rappel des informations. Allez, je prends une image. Imagine que tu es dans une forêt. Tu veux te rendre dans une petite clairière et au début, tu dois créer le chemin. À chaque fois que tu essaies de retrouver la clairière, ça va être un petit peu difficile de retrouver ton chemin parce que tu auras du mal à le distinguer parmi les arbres, les herbes, etc. Mais plus tu répètes cet effort, plus le chemin devient visible et clair pour toi et plus tu retrouves ta clairière facilement. En d'autres termes, plus ton cerveau travaille pour récupérer ou restructurer une information, plus il la fixe durablement. C'est plus difficile à court terme, mais très efficace à long terme. Donc, oui, tu peux gagner du temps en acceptant de te consacrer à des tâches plus difficiles, des tâches qui ont le bon niveau de difficulté. Tu veux que je te donne des exemples? Exemple de difficulté désirable. Tu peux relire un article de presse 3 fois en soulignant quelques mots, ou bien tu peux le lire une seule fois, poser l'article, puis essayer d'en faire un résumé sans avoir le texte sous les yeux. C'est plus exigeant. Tu risques de te tromper, de chercher tes mots, les idées. Mais justement, cet effort cognitif supplémentaire te permettra de mieux retenir le vocabulaire, la structure des idées et de t'entraîner à la production, même si tu ne réussis pas du premier coup ou la première semaine. C'est ce qu'on appelle la pratique de récupération. Tu n'absorbes pas passivement, tu mobilises activement. D'ailleurs, Benjamin Franklin, tu connais, il adorait faire cela. Il lisait des articles de type argumentatif, comme Odelph ou Odalph, et il essayait de mémoire de recomposer l'argumentation. Difficile, non? Ensuite, après quelques jours, il comparait avec l'article pour voir s'il avait réussi ou ce qu'il avait manqué. Bravo Benjamin, ça c'est de la difficulté désirable. Autre difficulté désirable, espacer tes révisions. Peut-être que tu apprends un certain vocabulaire qui pourrait être utile pour rédiger un essai. Des mots comme précarité, enjeu, pertinent, ampleur. Si tu les revois tous le même jour, tu peux très bien les oublier dès le lendemain. Mais si tu reviens dessus après 2 jours, puis une semaine plus tard, ton cerveau devra fournir un effort de récupération. Il ira chercher l'information. Ce sera un peu difficile. C'est ce qu'on appelle l'effet d'espacement. Progressivement, augmenter les espaces, les durées entre les révisions pour mémoriser sur le long terme. Ça peut sembler plus lent au départ, mais sur le long terme, c'est extrêmement efficace. Et je te recommande d'utiliser cette technique pour réviser pour le DELF, le DALF, etc. Autre difficulté désirable, varier les types de tâches. Lundi, tu fais une synthèse. Mercredi, tu fais un essai argumenté. Samedi, tu travailles la compréhension écrite. Bien sûr, tu peux aussi varier les thèmes de vocabulaire que tu révises, 2 ou 3 par semaine. Cela s'appelle l'entrelacement. C'est une méthode qui consiste à alterner les types d'activités et les thèmes que tu révises. Lire un article, rédiger un essai, faire une synthèse, reformuler un argument, analyser un plan. Cela bouscule un peu ton cerveau. Ça peut aussi donner l'impression de tout mélanger, mais en réalité, c'est ce mélange qui t'oblige à réfléchir, à comparer, à faire des liens, exactement ce qu'on attend de toi si tu dois faire des choses complexes en français, comme passer un examen ou autre d'ailleurs. C'est comme un entraînement croisé pour ton français. Un jour tu fais les abdos, un jour tu fais les bras, un autre les jambes, puis tu termines par le subjonctif. Et c'est exactement cela, la clé pour passer du B2 au C1 ou du C1 au C2. Ce n'est pas en répétant les mêmes exercices confortables qu'on progresse vraiment, mais en variant les efforts,
en les espaçant et en les rendant un petit peu plus exigeants à chaque fois. Atteindre un niveau plus avancé, ce n'est pas juste une question de quantité et d'heures de travail, c'est une question surtout de qualité d'entraînement. Et ces petites ou moins petites difficultés choisies intelligemment, c'est justement ce qui transforme un apprenant passif en utilisateur actif et autonome du français. Ta routine d'effort. Aujourd'hui, tout nous pousse à rechercher la facilité. C'est dans l'air du temps. Une jolie expression pour dire que c'est un petit peu partout autour de nous. Un clic pour résumer un article, un livreur pour t'amener ta pizza, tes sushis ou ta quiche, une appli qui te rend bilingue en 10 minutes par jour. Soyons honnêtes, parfois c'est tentant. On a envie d'utiliser ces raccourcis. Mais à force de tout externaliser, on risque d'oublier ce que c'est qu'apprendre vraiment. Alors non, c'est pas une question de morale, c'est une question d'efficacité. Je te dis que l'effort reste aujourd'hui la seule méthode vraiment efficace pour atteindre un haut niveau en français. Pas parce que le travail est une vertu, mais parce que ton cerveau en a besoin et parce que cela va te faire gagner du temps. Le défi, ce n'est pas juste de travailler plus, c'est de construire ta propre routine d'effort adaptée avec ces difficultés désirables. Pour cela, tu peux espacer, récupérer et entrelacer. Et donc, oui, no pain, no gain. Ou plutôt, en bon français, donne-t'en la peine. D'ailleurs, si tu veux transformer cette vidéo en véritable entraînement, j'ai préparé un quiz spécial pour toi. Un quiz qui va te permettre de récupérer beaucoup de vocabulaire que j'ai utilisé dans cette vidéo. Si tu relèves le défi, rejoins le cercle de français avancé, c'est gratuit et tu recevras des quiz et des défis réguliers. Le lien est dans la description.